le secteur d'activité dans lequel vous exercez. Alors, qu'est-ce qu'un secteur d'activité? Un secteur d'activité économique est le regroupement des entreprises de fabrication, d'industrie, de commerce ou de services qui ont la même activité principale au regard de la nomenclature d'activité économique considérée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'un secteur d'activité est en fait euh, un regroupement d'une certaine catégorie d'entreprises qui ont la même activité principale. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que c'est de la fabrication? Est-ce que c'est de l'industrie? Est-ce que c'est du commerce? Est-ce que c'est des services? C'est des biens? C'est quoi l'activité? Ça peut être l'immobilier, ça peut être le mobilier, ça peut être tout ce qui est BTP. Le secteur d'activité dépend réellement de l'activité principale de la société. En fonction de ça, vous êtes dans un secteur d'activité donné. Et en fonction de votre secteur d'activité, vous aurez un code NAF. Nous reviendrons dessus. L'activité d'un secteur d'activité économique n'est pas tout à fait homogène. Alors, il comprend des productions ou services secondaires qui relèveraient d'autres items de la nomenclature que celui du secteur considéré au contraire d'une branche d'activité qui regroupe des unités de production homogènes. Cela veut simplement dire que dans un secteur d'activité, il n'y a pas toujours d'homogénéité. Il peut y avoir des activités secondaires, des services secondaires qui relèvent d'autres items, mais il n'en demeure pas moins que votre secteur d'activité économique est celui qui est votre secteur principal. Voilà. Dans un plan de diversification où il arrive que des entreprises développent d'autres activités. Oui, cela est vrai, mais il n'en demeure pas moins que l'activité principale elle sera celle qui sera considérée pour le secteur d'activité économique de l'entreprise. Alors, la classification par secteur d'activité économique ne doit pas être confondue avec la classification professionnelle. C'est clair, c'est clair. Le secteur d'activité ne doit pas être confondu avec le secteur professionnel. Vraiment, il y a une grande différence entre les deux secteurs. Alors, il y a des lois des trois secteurs. Nous allons rapidement aller dessus parce que nous voulons vous montrer des choses importantes. La loi des trois secteurs est une théorie économique qui divise les économies en trois secteurs d'activité. Extraction des matières premières, donc c'est le secteur d'activité primaire, la fabrication, le secteur d'activité secondaire, et les services, le secteur d'activité tertiaire. Alors, cette loi a été développée par Alan Fisher, Colin Clark et Jean Forestier. C'est simple. Aujourd'hui, on peut vous catégoriser dans trois secteurs principaux. On peut dire que vous êtes dans un secteur primaire. Donc, ce qui veut dire que vous extrayez, vous faites de l'extraction des matières premières. L'or, l'uranium, le cobalt, le zinc. Vous extrayez des matières du sol. Le calcaire, vous extrayez du phosphate. Ça, c'est le secteur d'activité primaire. Alors, vous êtes dans la fabrication, vous êtes dans la fabrication d'ordinateurs portables, de voitures, de téléphones, de verres, de bouteilles, de tasses. Là, vous êtes dans un secteur d'activité secondaire. Vous êtes dans les services, vous proposez des services, comptabilité, gestion, finance, marketing, commercialisation. À ce niveau, vous êtes considéré comme étant dans un secteur d'activité tertiaire. Alors, il y a 2 douzaines de grands secteurs d'activité. Ça, il faut le savoir. Donc, tout cela nous conduit à distinguer 4 grandes catégories de secteurs d'activité économique.
Maintenant, nous allons voir le critère numéro un pour choisir le statut juridique de son entreprise. C'est quoi? C'est la volonté de s'associer. Quand vous pensez votre projet, quand vous pensez votre entreprise, voyez-vous que vous avez besoin d'aide, d'une aide ô combien capitale qui, sans laquelle vous ne pourrez pas mettre sur place votre entreprise? Voyez-vous que vous avez une volonté de vous associer? Déjà, êtes-vous fait pour travailler en association? Êtes-vous capable à même de travailler en association? Êtes-vous du genre à travailler avec les autres, à travailler en équipe? Êtes-vous du genre à avoir un associé, une associée? Pour la petite histoire, il y a trois jeunes qui s'étaient associés dans un projet de start-up et leur parrain, leur coach, a commencé par leur poser des questions sur leur volonté de s'associer. Il a commencé par une histoire hilarante. Il leur a posé la question de savoir est-ce qu'ils sont au courant euh, qu'ils verront plus leurs associés que leurs conjoints, leurs différents conjoints durant le cours de leur vie. Alors, les jeunes étaient vraiment effrayés par cette question parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que leurs associés, ils verraient plus leurs associés que leurs propres conjoints, leurs maris et femmes euh, durant le cours de leur vie. Vous savez, quand vous venez au travail de 8 heures à 18 heures, vous avez que de 18 heures à 7 heures, 8 heures du matin de l'autre jour pour voir votre famille, vos enfants. Donc, il est clair que le temps que vous passez à la maison est moindre que le temps que vous passez au travail. Vous passez plus de temps avec vos associés que avec votre famille. Alors, est-ce que vous êtes à même d'avoir un associé? Si oui, il ne faut pas choisir juste un associé sur fond d'affinité. Ah non, il ne faut pas choisir un associé juste parce qu'il est votre ami. Il y a une étude qui a été publiée là qui dit que clairement, euh, il est très difficile de faire marcher une association qui est uniquement basée sur l'amitié. Par contre, si vous avez besoin d'un associé fonctionnel en fonction d'un besoin donné, vous êtes comptable, vous avez besoin d'un gestionnaire d'entreprise pour pouvoir avoir une entreprise qui propose plusieurs services. Oui, cette association, oui, elle peut avoir un fondement, elle peut être justifiée. Mais vous êtes quelqu'un dans un domaine précis. Vous avez un ami qui a un domaine qui n'a rien à voir et qui ne va pas aider, pardon, qui ne va pas aider dans la vision de votre entreprise. Mais non, vous ne pouvez pas vous associer avec une telle personne parce qu'il y aura division, puisqu'il n'y a pas une vision pareille pour l'entreprise. Puisque cet associé n'est qu'un ami, il ne va pas servir à d'autres choses. En consultation, nous avons eu une dame qui, euh, qui a un très bon projet immobilier, mais qui s'est associée avec une personne juste à cause de ses connaissances en immobilier. Il s'avère que la dame, qui est la chef d'entreprise, s'est finalement retrouvée à faire tout le travail toute seule parce que la personne ne voulait plus travailler, elle voulait juste profiter du travail de l'autre. Alors, est-ce que l'associé que vous allez choisir est une censure? Est-ce qu'elle va juste s'accrocher à vous pour les intérêts économiques et financiers qui vont ressortir de l'entreprise? Ou est-ce qu'elle va apporter une réelle valeur, un réel impact dans votre société? La volonté de s'associer. Donc, il faut savoir donc que le choix du statut juridique d'une entreprise dépend en premier lieu du nombre
de personnes contribuant au projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. Et voilà pourquoi nous allons parler de la volonté de vous associer. Lorsque le porteur de projet souhaite travailler seul, il pourra opter pour les statuts juridiques suivants. L'URL, la SASU. Alors, l'un des avantages d'avoir recours à une URL ou une SASU, outre le fait qu'elle permet de protéger le patrimoine des associés, réside dans le fait qu'il sera possible de faire entrer ultérieurement d'autres personnes, d'autres associés, sans envisager une transformation profonde de la société et subir les conséquences fiscales induites. Le URL, c'est anciennement la SARLU, la SARLU. Donc, vous avez en fait une forme de SARL, mais avec une personne, un associé unique. La SASU aussi, c'est une SAS avec un associé unique. Donc, cela vous permet donc, de faire entrer des associés quand il le faudra. Pardon. C'est aussi ça, c'est aussi cela, le, le fait d'avoir une bonne vision pour son entreprise. Parce qu'une entreprise est appelée à évoluer. Aujourd'hui, vous êtes seul, mais il peut arriver que selon les besoins de l'entreprise, vous soyez emmené à demander une association ou à prendre, accepter un associé au sein de l'entreprise. Et pour cela, il vous faut une vraie vision à court, à moyen, à long terme pour votre entreprise. Cela vous permet de pouvoir envisager, de pouvoir être proactif sur la question de l'association. À l'inverse, l'auto-entreprise est un statut ultra simplifié qui permet de tester une activité sans surcoût à la création et à la fermeture dans l'hypothèse où elle ne démarre jamais. Dans l'auto-entreprise, vous ne pouvez pas, chers amis, chers stagiaires, vous ne pouvez pas recruter un associé. Ou si vous avez un associé, vous devrez vous mettre dans une forme de société. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un partenariat. Vous ne pouvez pas avoir un associé. Si le porteur de projet souhaite s'associer à d'autres personnes, il devra obligatoirement opter pour une structure sociétale. Donc, voici les plus courants. Donc, les sociétés, les structures sociétales les plus courantes sont la SAS, la SARL, la SNC. Toutes ces formes de sociétés sont la SA, la société anonyme. Toutes ces formes de sociétés sont courantes. Le critère numéro 2 pour choisir le statut juridique de son entreprise. Le critère numéro 2 pour choisir le statut juridique de son entreprise est la protection du patrimoine. Lorsque l'entrepreneur dispose d'un patrimoine privé qu'il souhaite mettre à l'abri des aléas de son activité professionnelle, il peut s'orienter vers la SARL, la SAS et toutes les formes de société qui vous permettent de faire une différence entre votre patrimoine privé et le patrimoine de la société. Le critère numéro 3 pour choisir le statut juridique de son entreprise est l'ampleur du projet. Selon certains projets, il y a des statuts qui s'imposent obligatoirement à vous. Certains statuts juridiques sont plus appropriés, en effet, que d'autres en fonction de la dimension du projet. En effet, ce qui nécessite des investissements importants et donc des financements considérables sont généralement envisagés au sein de sociétés de capitaux comme la société par action simplifiée, la SAS ou la société anonyme.
dernière nouvelle, la société anonyme a un minimum de 50 000 euros de capital. Et pour vous dire, une fois que vous entrez dans un type de projet société anonyme, c'est un grand projet d'envergure avec plusieurs associés, avec des commissaires aux comptes, avec beaucoup de choses. Donc, il sera également possible de prévoir, en supplément des statuts, un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaires. Cela est important pour les porteurs de projets, d'avoir un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaires. Si vous n'avez pas de pacte d'actionnaires, il peut s'avérer que les règles qui définissent réellement les relations d'actionnaire à actionnaire ou d'associé à associé, même les bénéfices, ces règles peuvent ne pas être claires. À ce moment, ce sont les statuts qui parlent. Et si dans les statuts, vous n'avez pas prévu réellement des règles pour pouvoir régir les relations entre associés ou actionnaires, il se pourrait que vous vous retrouviez dans une impasse juridique. Le quatrième critère pour choisir le statut juridique de son entreprise est le régime social du dirigeant. Le régime social du dirigeant. À chaque statut juridique correspond un régime social pour le dirigeant. Ce dernier pourra être assimilé salarié, soit être non salarié. Les assimilés salariés bénéficient d'une meilleure protection sociale que les non-salariés en matière de remboursement de soins et de retraite, mais leur coût est également plus important pour l'entreprise. Dans cette situation, en fait, c'est l'entreprise qui prend en charge tout ce qui est cotisation, charge salariale. Cet écart de protection se trouve de plus en plus réduit grâce à la faculté pour les non-salariés de souscrire auprès de compagnies privées des contrats déductibles des bénéfices de l'entreprise. Contrat Madelin, par exemple, et couvrant une multitude de risques mutuels, prévoyance, santé, retraite, etc., etc. La place que souhaite occuper le conjoint de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise est également déterminante dans le choix du statut juridique de l'entreprise. En effet, vous pouvez associer votre conjoint dans votre projet d'entreprise ou dans votre entreprise ou juste la rendre salariée de votre entreprise. Les deux choix existent ou d'ailleurs ne pas du tout avoir de place dans l'entreprise. Vous avez le choix, mais cela dépend de votre vision de l'entreprise. Les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations sociales des indépendants, donc les travailleurs non salariés, qu'on appelle encore des TNS, dépendent du régime fiscal de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur la société, les cotisations sociales sont calculées sur la base des rémunérations perçues, majorées éventuellement de la quote-part de dividendes perçus excédant le seuil de 10% du capital et des apports en compte courant pour les salles, EURL, cela. Lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales sont calculées sur un revenu social, c'est-à-dire un bénéfice comptable retraité, peu importe qu'il ait été intégralement perçu par le dirigeant ou non. Donc maintenant, vous savez comment marchent les cotisations sociales des indépendants, donc les assimilés non salariés, les assimilés salariés. Le critère numéro 5 pour choisir le statut juridique de son entreprise
est le régime fiscal de l'entreprise. Au même titre qu'en matière sociale, chaque statut juridique possède son propre régime fiscal de base, avec parfois la possibilité d'opter pour un autre mode d'imposition des bénéfices. Il existe deux modes d'imposition des bénéfices que sont, alors, lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu, ce sont ses associés qui vont s'acquitter de l'impôt en leur nom et pour leur compte. Selon la nature de la profession, commerçant, artisan, agriculteur ou profession libérale, les revenus correspondants seront imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux BIC, les bénéfices agricoles BA ou bénéfices non commerciaux BNC. Il existe à l'intérieur de chaque régule des modalités particulières d'imposition en fonction du chiffre d'affaires. C'est notamment le cas pour l'auto-entrepreneur, le micro-BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, ou le micro-bénéfices non commerciaux. Vous verrez qu'il existe deux modes d'imposition des bénéfices, donc l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société. Les structures soumises à l'impôt sur le revenu sont celles-ci. Le URL, lorsque son associé est une personne physique, possibilité d'option à l'impôt sur les sociétés de manière irrévocable. Cela veut dire que vous pouvez aller à l'impôt sur les sociétés, mais cela ne peut plus être changé. Vous ne pourrez plus jamais revenir sur l'impôt sur le revenu. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc, la possibilité d'option à l'impôt sur les sociétés est aussi de manière irrévocable pour le IRL. La SNC est aussi un type de société qui a une possibilité d'option à l'impôt sur les sociétés de manière irrévocable. Dans ce cas, c'est la société qui s'acquitte de l'impôt au taux de droit commun de 33,1% avec sous condition l'application d'un taux réduit de 15% au titre des 38 120 premiers euros de bénéfices. Les associés qui souhaitent percevoir le fruit de leur investissement devront procéder à une distribution de dividendes qui seront imposés à l'impôt sur le revenu selon leur taux marginal d'imposition après abattement de 40% ainsi qu'aux prélèvements sociaux. 15,50% en 2015. Merci pour cette première partie. Nous allons poursuivre dans les prochains chapitres.